De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe Actualité. Et aujourd'hui, c'est la journée sans tabac, Yanaël. Tout à fait, Harold. Et le comité de Guadeloupe contre les maladies respiratoires organise une rencontre au CHU. Les pneumologues et autres professionnels de santé présents s'entretiennent avec les Guadeloupéens sur les effets de la nicotine sur l'organisme. L'objectif, faire de la prévention sur une problématique qui concerne pas moins de 40 000 personnes sur le département. Un reportage de Grégory Laps. Effectivement, le tabac fait encore beaucoup de dégâts puisque nous, en tant que pneumologues spécialistes du poumon, on voit des maladies du poumon liées au tabac, quel que soit l'âge, et ça peut commencer très tôt. On fait aussi ce type de journée pour sensibiliser l'ensemble de la population parce qu'il y a un ressenti un peu général qui considère qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de problème de tabac parce qu'on fume moins qu'ailleurs, donc circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, on accueille toute personne, que ce soit des professionnels de santé ou encore des usagers qui viennent en consultation ou autre chose. On les informe, on va à leur rencontre. On leur propose un petit film qui se trouve juste à côté où deux professionnels de santé tels que le professeur Harrison et le responsable du chef de service du service d'addictologie expliquent les effets nocifs du tabac, mais pour les adultes, mais aussi pour les enfants, les jeunes. On sait que l'adolescence, c'est le moment où il va y avoir l'expérimentation, l'initiation à la cigarette, à la fumée de tabac. Mais ce qui nous inquiète, c'est que depuis la mise sur le marché des cigarettes électroniques, qui peuvent aider des fumeurs à arrêter de fumer, on a de plus en plus de jeunes qui vont rentrer dans la consommation de tabac par la cigarette électronique, en pensant que c'est moins dangereux. Or, en fait, il y a quand même un effet toxique sur le poumon, notamment avec tous les composés, les arômes de synthèse. La combustion de cela va dégager ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, et ce sont des irritants pour le poumon. On a eu une alerte il y a quelques années chez des personnes jeunes qui ont fumé donc la cigarette électronique et qui se sont retrouvées aux urgences avec des gènes respiratoires nécessitant de l'oxygène. Il y a aussi une information supplémentaire qui est apportée par rapport au cannabis, qui est considéré généralement comme bio. Et en fait, on se rend compte que ce soit le cannabis, que ce soit le tabac, en fait, les deux sont nocifs. Là, c'est intéressant en fait de faire le lien et le pont avec ces deux substituts, ces deux substances, de manière à pouvoir les aider à comprendre ce qu'ils consomment au final et après voir comment on pourrait les accompagner ou aussi quand ils seront décidés à arrêter, vers qui ils pourraient se tourner. On a des cas de cancer du poumon qui augmentent, comme au niveau national, chez des personnes de plus en plus jeunes et des femmes. On a également des maladies respiratoires, dont une maladie qu'on appelle la BPCO, qui est un vieillissement accéléré du poumon. Et on voit des personnes qui ont 25-30 ans, qui toussent, qui sont essoufflées, qui sont fatiguées. Et quand on les fait souffler dans la machine pour mesurer la capacité des poumons, on se rend compte que la capacité, elle est diminuée. Et puis, on a des personnes qui peuvent devenir aussi asthmatiques parce qu'elles ont un petit terrain familial et le tabac là-dessus va entraîner des crises d'asthme. Et à noter qu'effectivement, les Guadeloupéens consomment beaucoup moins que les hexagonaux. Le tabagisme quotidien ou occasionnel chez les 18-75 ans est de 17% chez nous contre 32% au niveau national. Et en tout cas, pour réduire la consommation de tabac, le gouvernement envisage en ce moment de passer le paquet à 20 €. Et la ville de DR refuse toujours d'adhérer au SMGEAG. Pour la municipalité, rejoindre le syndicat mixte est synonyme d'augmentation des prix et de coupure d'eau. Un mauvais deal pour cette collectivité satisfaite de la prestation de Nodis qui, faute de délégation de services publics, doit se retirer. À défaut, la ville voudrait rejoindre la SOR comme les communes de Lamentin et Pointe-Noire, ce qui n'est pas le cas visiblement. Regardez. Nous sommes toujours jusqu'au 30 juin à Onodis. Onodis était aussi délégataire pour le Lamentin, mais nous nous apercevons que le Lamentin, maintenant, les choses ont un peu changé et que le Lamentin, maintenant, a comme délégataire la SOR. Et ce qui fait que nous nous retrouvons isolés
petite commune. Donc comment voulez-vous qu'une entreprise, une petite entreprise guadeloupéenne comme Onodis, puisse garder que des haies? En plus, c'est le conseil syndical qui décide. Donc s'ils ont déjà décidé, dans ce que nous comprenons, de ne plus avoir de délégataires à part la grande délégation à la SOR, et après ce sont les régies directes, comme ça s'est fait pour toutes les autres communes de la Guadeloupe. Cette situation est extrêmement grave pour nous. Nous ne pouvons pas accepter quand même de vrai que nous avons une communauté d'agglomération nord-Basse-Terre. Vous voyez la communauté qui prend responsabilité, qui a transféré Lamentin au SOR. Le SOR, c'est Pointe-Noire, Bouillante, Vieux Habitants et Vieux-Fort. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas trouvé une réponse pour nous? Comment il n'y a pas trouvé une réponse pour nous? Et c'est ça que nous besoin. Nous avons de l'eau en qualité, en quantité. Il n'y a pas trouvé une solution pour nous. Nous ne pouvons pas accepter ces gens d'habitants là. Nous ne sommes pas d'accord. Et il faut que la responsabilité là qui est au niveau à la communauté de communes, fait président la responsabilité. Fait du habitant. Nous ne pouvons pas rester comme ça qu'à attendre. C'est quoi le problème avec des haies? Je considère maintenant que des haies, c'est la commune qui s'est débrouillée pour que ça fonctionne, est considérée comme le vilain petit canard. Hein? On fait, si vous voulez, un nivellement par le bas, alors que par le haut, parce que si des haies fonctionnaient bien, on avait de l'eau en quantité et en qualité, eh bien, il faut quand même faire en sorte que le changement de statut ne permette pas des haies de se retrouver à la queue leu et puis avoir de l'eau à 80% plus cher le mètre cube. Où va-t-on là? Là, ça suffit. Il y a plus de 2 mois que nous avons comme ça. Dernièrement, nous avons une réunion avec le président à SMGAG. Nous faisons avec un entretien que nous faisons avec. Il dit nous, quelqu'un dans une réunion le 25. Le 25 est arrivé. Il aurait porté pourquoi passer par tenir pour homme. Soit disant qu'il n'est pas tenir pour homme. Mais mardi, il y a une réunion. Lamentin pas là. Mais il marche bien. Il trouve une solution pour Lamentin. Et pourquoi pas trouver une solution pour des... Et on nous a oubliés, on n'existe pas. Donc, comme on n'existe pas, ben, comme ça, ben, on peut faire ce qu'on veut. Non, nous on dit, nous sommes une population qui, justement, une des plus belles communes de la Guadeloupe, ville touristique, on doit préserver ce qui est un atout, c'est-à-dire avoir de l'eau fonctionner pour les commerçants, pour les habitants. On poursuit avec ce bilan plutôt positif pour le compte administratif de Capesterre-Belle-Eau. Après 3 ans, la ville s'acquitte de la majeure partie de ses dettes et passe d'un déficit de 8 millions d'euros à un excédent de 97 000 euros, un résultat obtenu sans augmenter les impôts. On fait le point avec Jean-Philippe Courtois au micro de Charlie Dagonia. Un bilan très positif puisque ce soir, le conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau a voté un compte administratif en excédent de près de 97 000 euros. Puisque nous tenons à le rappeler, il y a de cela 3 ans, nous avons mis en exergue donc un déficit de presque 8 millions d'euros pour la ville de Capesterre. C'est-à-dire que nous avons mis en place une stratégie pour pouvoir réduire les dépenses tout en nous permettant donc de maximiser les nouvelles recettes. Ce qui fait que 3 ans plus tard, nous pouvons revenir face à la population, leur dire que nous avons su remettre en place donc des pratiques vertueuses pour la gestion donc des deniers publics et surtout rappeler que cela a été fait dans un contexte contraint puisque nous avons pris l'engagement de le faire sans avoir à augmenter les impôts et donc la pression fiscale sur les capestériens. C'est-à-dire que nous tenons notre engagement et puis maintenant à nous de pouvoir poursuivre maintenant donc ce processus puisque avec 97 000 euros seulement d'excédent, la situation reste fragile mais pour laquelle donc l'ensemble de l'administration, l'ensemble des agents de la ville ainsi que les élus, nous restons mobilisés pour pouvoir continuer à améliorer la situation. Nous avons voté aussi pour 150 000 euros donc, de subventions en direction du tissu associatif, ce qu'on appelle le génie capestérien. À nous de pouvoir créer des conditions pour que nos bénévoles puissent se sentir soutenus dans le cadre des politiques sportives, culturelles qui sont mises en place sur le territoire. À nous de pouvoir les accompagner dans le cadre du renouvellement de leur matériel, mais surtout des perspectives d'accompagnement donc, de nos jeunes et nos moins jeunes sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui a été fait donc, lors de ce conseil, ainsi que des subventions qui ont été votées pour les écoles, avec l'exemple de la classe de Léon Minacci, qui Fongakao, qui va partir pour pouvoir assister donc, à des épreuves dans le cadre des Jeux Olympiques Paralympiques. C'est aussi l'occasion donc, de permettre à des jeunes capestériens de pouvoir participer à une manifestation de caractère international et les Jeux Olympiques, on sait ce que c'est.
Une bonne gestion dont devrait s'inspirer Emmanuel Macron, le président le plus dépensier de la Ve République, à cause de qui la notation de la dette française vient d'être dégradée par l'agence Standard & Poor's. L'agence de notation américaine ne croit pas au retour au déficit sous la barre des 3% d'ici 2027. On a même eu droit à un recadrage hier de Bruno Le Maire par la commission des finances du Sénat, qui lui a demandé d'éviter les déclarations péremptoires et d'être plus réaliste effectivement dans sa gestion et dans ses prévisions, par exemple de croissance, comme on parle de 5%, alors qu'on ne risque même pas peut-être de passer les 4. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles pour le 7e congrès des apprentis chercheurs, l'occasion pour les collégiens et lycéens participants de présenter leurs travaux scientifiques. Le reste en images. Cette année, le dispositif Apprentis chercheurs en Guadeloupe pour sa 7e édition a accueilli 38 élèves, 28 filles, 10 garçons, de 7 établissements scolaires, donc 4 collèges et 3 lycées répartis un peu partout en Guadeloupe. L'objectif, c'est que chacun d'entre eux s'approprie les travaux de recherche. C'est quoi une question de recherche? Pourquoi on travaille sur ce thème-là? Après, une fois qu'on sait sur quel thème on veut travailler, mais qu'est-ce qui a déjà été fait dessus? Quels nouveaux travaux on peut réaliser? Donc, ils vont faire des expérimentations, ils vont obtenir des résultats. Et là, aujourd'hui, au Congrès, ils nous présentent tout ce parcours-là. Le projet, c'est sur les tiques et les mouches piqueuses qui ont un réel impact sur les bovins, sur l'élevage des bovins. On a étudié l'efficacité des différents produits. Et on a pu observer surtout que le Bicycle marchait mieux que les autres. Toujours un plaisir de pouvoir partager la recherche dans le domaine scientifique que l'on fait, qui sont parfois des choses complexes, mais qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Et c'est bien sûr un honneur de recevoir ces jeunes qui s'intéressent déjà à la science alors qu'ils ne viennent que de commencer de savoir ce qu'ils vont choisir plus tard. C'est un projet quand même assez exceptionnel que ce lien qui se fait entre des chercheurs et des jeunes collégiens ou lycéens qui travaillent sur des projets de recherche. Et en fait, ce sont des jeunes qui voient ce qu'est la vie d'un chercheur au fil du temps et au fil de la construction des savoirs. Puisque la base de la science, c'est vraiment ça, c'est comment on construit des savoirs, évidemment, pour le service de chacun. Un peu stressée par rapport à ce projet que nous allons présenter, car il y aura beaucoup de personnes, mais c'est une bonne expérience. Je pense que c'est surtout aussi pour les personnes présentes. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous parce qu'on est censé les représenter, donc c'est vrai que ça met un peu de stress. On a pu déjà répéter un petit peu avec un des apprentis. Il est un petit peu nerveux, c'est nouveau pour eux, puisque parler devant une assemblée d'une centaine de personnes quand même, c'est toujours un peu impressionnant pour la première fois. Mais on est confiant, ce n'est que 5 minutes, ça va aller, ils maîtrisent le sujet, donc on croise les doigts pour que tout aille bien. Afin de vous aider dans vos recherches de parenté et de filiation, les archives départementales organisent des ateliers autour de la généalogie, de quoi vous donner des outils pour construire la vôtre. Regardez. Depuis quelques mois, on donne des ateliers de généalogie. Parce que la plupart de ceux qui s'intéressent aux archives, c'est par rapport à leur histoire familiale. Et donc, pour faire une généalogie, il y a des techniques. Et ces ateliers de généalogie, on les propose pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir aux heures d'ouverture normale. Et ça rencontre un assez grand succès, parce que vous voyez, ce soir, il y a eu beaucoup de monde. Hein. Et puis, il y en aura d'autres. On va fixer des calendriers. Hein. Donc, je vous conseille d'aller sur notre site et d'aller aussi sur le site Facebook des archives départementales, où toutes les grandes, ces manifestations, ces ateliers sont indiqués. Depuis quelque temps, je suis plongée dans la généalogie. Je trouve ça passionnant parce que pour vivre, on a besoin de son passé, du présent. Bon, le futur, je ne parle pas du futur parce que vu l'âge que j'ai, je retourne chercher mon passé et je reste dans le présent. Mais le passé, c'est important, l'histoire, c'est important. Ces ateliers permettent même à un public qui n'était pas au courant qu'on pouvait faire de la généalogie, de s'intéresser à la question, vous voyez. Bien sûr, il y a des questions qu'on va me poser qui ont un caractère plus tragique que les autres. Mais en réalité, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à quelque chose et qu'il y a moyen de trouver une information ici, tout est également intéressant pour le professionnel. Vous voyez, puisqu'on aide cette personne. Je n'ai pas hésité à lui poser la question sur le Vatican, qu'est-ce qu'on pouvait trouver au Vatican. Mais il a dit qu'il n'y avait pas d'archives au Vatican. Les archives se trouvent à l'évêché. Et il nous a donné le nom de l'archiviste.
c'est une dame et j'irai voir cette dame. N'oubliez pas qu'il y a un côté aussi divertissement, histoire personnelle, mais il y a aussi un côté administratif des archives. Ça veut dire que les documents, les archives, elles prouvent des droits. Mais c'est pas parce qu'on cherche à prouver quelque chose qu'on ne s'intéresse pas par ailleurs à l'histoire de la Guadeloupe. Donc les motivations de chacun sont très complexes et peuvent changer aussi au fil du temps. L'éducation nationale devrait prévoir dans le programme scolaire cet enseignement. Enseigner un peu de généalogie aux jeunes pour qu'ils sachent d'où ils viennent et où ils vont. C'est important. Et en parlant d'histoire, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une insurrection éclate sur l'île de Saint-Domingue. Plus de 50 000 esclaves se libèrent et décident de retourner la violence du colon contre lui. Il s'agit là de la seule révolte servile qui ait été victorieuse et a conduit à la naissance d'Haïti, devenant ainsi le premier État noir indépendant de la Caraïbe. La mesure de libération a été généralisée le 29 août 1793 par le commissaire civil Sontonax qui proclame alors l'abolition de l'esclavage, une mesure qui est généralisée donc le 21 septembre de cette année-là. Une belle tranche d'histoire abordée à l'occasion du mai des mémoires. Regardez. En 1789, la Révolution française, c'était l'égalité entre tous les hommes. Mais c'était quels hommes? Les hommes blancs. Et inspiré de la Révolution française de 1789, les esclaves de Saint-Domingue à ce temps-là se sont révoltés en 91 pour aboutir 2 ans après, en 93, à l'abolition de l'esclavage et à partir de là, continuer pour faire l'indépendance haïtienne qui caractérise l'égalité entre tous les hommes, de toutes les races, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs ou jaunes. C'est dans ce sens que nous disons que la révolution haïtienne, qui est une révolution en quelque part étouffée, on n'entend pas parler beaucoup, mais c'est, je dirais, l'aboutissement de ce qu'a commencé la Révolution française. Nous n'avons pas à rougir du fait que, pour le moment, nous ne mobilisons pas beaucoup d'Haïtiens qui sont à Sainte-Rose, parce que nous avons une forte communauté haïtienne, mais nous mobilisons des Saint-Rosiens, des Guadeloupéens, qui vont petit à petit prendre conscience de la véritable situation d'Haïti et le lien qu'il y avait entre Haïti et la Guadeloupe depuis le début du 19e siècle, surtout à la période de la Révolution, puisqu'il faut savoir que la Révolution d'Haïti, avec Toussaint Louverture, a pris effectivement des idées sur ce qui s'est passé en Guadeloupe. Donc il y avait des échanges entre les deux pays et ça a été bénéfique pour amener l'indépendance d'Haïti. Après, bien sûr, cette guerre contre les troupes napoléoniennes. Les peuples de la Caraïbe, nous sommes des voisins que j'appelle des voisins lointains parce que nous sommes très proches, mais en même temps, nous ne nous connaissons pas. Nous connaissons d'autres peuples très loin et entre nous, on ne se connaît pas suffisamment. Un travail à faire dans ce sens. Il est important que nous puissions, bien entendu, toucher les populations haïtiennes sous ce thème-là, mais aussi tous les Guadeloupéens pour qu'ils en sachent plus et comprennent véritablement quelle est la situation d'Haïti. Et maintenant, nous recevons l'auteur et écrivain Alain Foix. Bonsoir, monsieur Foix. Bonsoir. Alors, nous vous recevons dans le cadre, effectivement, d'un ouvrage que vous avez édité, à savoir la biographie de Jesse Owens. Mais, comme vous me le disiez hors plateau, avant qu'on ne débute l'interview, vous avez aussi réalisé une biographie autour de Toussaint Louverture. Quel genre d'homme c'était? C'était un homme absolument extraordinaire. Bon, il a commencé esclave, ensuite il a été affranchi par son maître. Il a participé à l'âge de 52 ans à la révolte des Bois Caïmans. Il n'était pas vraiment dedans, mais il était docteur Feuille, donc il a suivi la horde qui est partie vers l'Espagne. Il est devenu général espagnol, et après être devenu général espagnol, il a imposé à la France l'abolition de l'esclavage parce que à la tête de l'armée d'Espagne, il a su imposer à l'envoyé de la convention qui s'appelait Sontonax l'abolition de l'esclavage. Donc c'est vraiment Toussaint Louverture qui a créé ça. C'est un génie, un vrai génie tacticien, stratège. Voilà. Donc ils ont fait plier. En fait, il a fait plier la France. Il a fait plier la France, ça c'est clair.
Est-ce que on le reconnaît à sa juste valeur? Est-ce que l'histoire le reconnaît à sa juste valeur? Pas tant que ça, pas tant que ça. En Haïti, certainement, bien sûr, mais il y a eu aussi Dessalines, bien sûr, qui était son lieutenant. Et quand il s'est fait prendre par les armées napoléoniennes, parce qu'il a voulu, il était déjà assez vieux, il a dit à Dessalines et à Christophe, qui était aussi son autre, attendez, calmez-vous, attendez le moment de la fièvre jaune, et là vous attaquez. Et la fièvre jaune a décimé déjà la moitié de l'armée napoléonienne, et ils ont vaincu, et à ce moment-là, Dessalines a pu créer Haïti, qui était autrefois Saint-Domingue. Voilà. Et c'est donc, on n'en parle pas assez parce que, en fait, c'est la première bérésina, mais c'est une bérésina tropicale de Napoléon. Voilà. Et voilà. Napoléon qui d'ailleurs n'a pas souhaité voir cela se reproduire et qui a beaucoup sévi dans les autres colonies où il y avait des volontés aussi de libération. Il a dit cette chose, je ne veux plus voir une épaulette sur les épaules de nègre. Ce qui veut tout dire. Très clairement. Mais il commettra l'erreur par la suite. Oui, il a quand même commis l'erreur une seconde fois. Bon, alors on en revient effectivement donc à cette biographie sur Jesse Owens. Voilà. Donc, Monsieur Foy, qui était Jesse Owens et pourquoi l'avoir choisi comme l'objet de votre livre? Alors, je l'ai choisi parce que, d'une part, nous sommes dans une année olympique, et c'est la Gallimard, cette grande maison d'édition qui m'a fait déjà commander trois biographies, qui m'a dit il faudrait peut-être penser à Jesse Owens. J'ai dit bien sûr, parce que c'est mon idole, Jesse Owens, parce que j'étais athlète et depuis enfant. Et c'est un homme extraordinaire dans le sens où il est né pauvre, petit-fils d'esclave. Fils d'un cerf, vraiment. Et il avait un vêtement pour la semaine et un vêtement pour le dimanche. C'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas de chaussures. Et il a réussi à devenir ce grand personnage qui a grand champion qui a eu donc 4 médailles d'or donc aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, en face d'Hitler, qui voulait, par les Jeux de Berlin, prouver la supériorité de la race aryenne. La suprématie blanche. Et donc, c'était raté. Mission complètement ratée. Un peu comme Napoléon. N'est-ce pas? Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ouais. Hitler, d'ailleurs, qui était particulièrement remonté. Oui, il était d'autant plus remonté que un de ses favoris, qui était Luce Long qui était un magnifique athlète arien, blond, yeux bleus, très beau, qui d'ailleurs impressionnait Jesse Owens, était vraiment celui qui allait porter, qui allait prouver la supériorité de la race aryenne. Or, Jesse Owens le bat très largement et Luce Long l'embrasse devant tout le monde, devant 100 000 spectateurs qui applaudissent et devient le meilleur ami de Jesse Owens. Et voilà, donc c'est toute une histoire qui montre en fait... Hitler a-t-il refusé de lui serrer la main? Oui, il a refusé de lui serrer la main. En fait, au départ, il a commencé à serrer la main aux athlètes blancs et le président du comité olympique a dit attendez, faites pas ça, c'est pas le protocole. Ou bien vous serrez la main à tous les champions, ou vous serrez la main à personne. Et donc Hitler a décidé de serrer la main aux champions blancs, mais derrière les tribunes, en privé. Et voilà. C'est quand même assez particulier de voir que on est en Allemagne, l'Allemagne qui va virer nazi peu de temps après, mais c'est quand même particulier. Qui déjà effectivement, on a Jesse Owens donc qui retourne aux États-Unis, donc il est acclamé effectivement comme étant le champion, mais il n'a aucun droit. Non, c'est-à-dire qu'il redevient, et c'était le grand champion, c'était le Superman, mais en revenant aux États-Unis, il devient un simple noir, donc il n'a plus le droit d'entrer dans les restaurants. Et même, lorsqu'on fait des soirées en son honneur, il est obligé de passer par la porte de service. Mais il faut voir qu'il a un mental d'acier, cet homme. Et il réussit quand même malgré tout à s'en sortir. Il a une vie incroyable après. Il fait de tous les métiers. Il crée même une laverie. Enfin bon. Et il arrive peu à peu à s'imposer aussi et à être le ministre délégué par les États-Unis auprès des Jeux Olympiques. Et donc il est le représentant des États-Unis à ce moment-là.
Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on le reconnaît à sa juste valeur. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a donc au musée de l'immigration une grande exposition sur les Jeux Olympiques dont il est la figure de proue. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'image iconique des Jeux Olympiques et surtout, c'est l'image iconique d'un homme en tant qu'homme, un homme universel qui a pu imposer sa volonté. Vous choisissez en fait plutôt ce type de profil, on dirait. J'aime bien ce type de profil. La différence entre, par exemple, Jesse Owens et mes autres personnages comme Martin Luther King, Che Guevara ou Toussaint Louverture, c'est que ceux-là, ils ont créé l'histoire, vraiment. Alors que Toussaint Louverture, il a subi d'une certaine façon parce qu'il n'avait pas l'éducation qu'avaient les autres. Parce que Jesse Owens, vous voulez dire? Jesse Owens, oui. Parce que n'oublions pas que Martin Luther King était quand même un fils de bourgeois, Che Guevara également, et Toussaint Louverture avait quand même été éduqué. Pas lui, en fait. Il a fait l'université quand même, mais il n'a pas réussi à avoir ses diplômes. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer et c'était très cher. C'est encore toujours très cher de faire des études aux États-Unis. Et donc tout ça, il n'a pas réussi à le faire. Il faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on parle de Jesse Owens, mais derrière Jesse Owens, il y avait beaucoup d'autres Noirs qui ont eu des médailles aux Jeux Olympiques de Berlin. Et cela, on en parle un peu moins. On parle toujours du premier qui a marché sur une terre, sur la Lune, mais pas du second. Hein. Mais à ce moment-là, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est qu'à travers Jesse Owens, on peut lire toute l'histoire et toute l'évolution des Jeux Olympiques depuis 1936, même un peu avant, jusqu'au moment de sa mort en 1980. Et également toute l'histoire des Black Power, Black Panthers et des Carlos et Smith qui lèvent le poing à Mexico. Donc on plonge à l'intérieur des stades tels qu'ils ont vécu les Jeux Olympiques dans les grandes villes qui les ont accueillis. Merci beaucoup en tout cas Alain Foy, je le rappelle, auteur de l'ouvrage biographique sur Jesse Owens. Une dernière chose, je fais des signatures demain à la Marie-Dan Pointe-à-Pitre, donc à la boutique de la presse, de 10h à 13h, et l'après-midi c'est à Jardiland, pareil, boutique de la presse, de 16h à 18h. Merci encore, et on rappelle qu'hormis l'ouvrage sur Jesse Owens, vous en avez réalisé donc un sur Toussaint Louverture. On a qui d'autre? Toussaint Louverture, Martin Luther King et Che Guevara. Très bien, merci encore. Merci. Yanaël. On se rend au Palais des Sports du Gosier pour le salon Guadeloupe Expo avec Grégory Laps. Regardez. Alors, pour ce week-end de 3 jours, quand nous sommes aux journées portes ouvertes, nous proposons à tout public les plantes ornementales, aromatiques et médicinales. Plantes médicinales, vous pouvez tout. Le salon Guadeloupe Expo, donc là c'est la 2e édition, donc du 29 mai au 2 juin, donc là jusqu'à dimanche. Tout le bas du Palais des Sports regroupe tout ce qui est maison et artisanat, construction, alarme. C'est du PSE, c'est polystyrène. Un polystyrène de 5 à l'intérieur et de 9 à l'extérieur pour faire vraiment barrage à la chaleur. Le matin, s'il fait 24 degrés de l'extérieur, il va faire 14 degrés à l'intérieur. Alors, l'Association des métiers du bois a pour vocation de valoriser le travail des artisans ébénistes, menuisiers, charpentiers et accessoirement ceux qui travaillent aussi d'autres matières premières issues de la forêt de Guadeloupe. Et donc, nous sommes ici au salon Guadeloupe Expo du Gosier pour justement montrer notre savoir-faire. Le produit phare, c'est l'ampoule anti-coupure. L'ampoule anti-coupure, c'est une ampoule qui est équipée de batterie, qui est fabriquée par Samsung. Et donc cette ampoule va prendre le relais en cas de cyclone, va prendre le relais pendant 3 heures jusqu'à 16 heures sans électricité, ce qui va permettre d'avoir de la lumière en cas de coupure de courant. Et à l'étage, nous avons mariage, beauté et bien vivre. De nombreuses animations, donc des défilés de mode donc, qui auront lieu à 16h et 18h. Nous pouvons organiser des mariages sur le bateau de croisière. Donc les mariés feront leur mariage civil en Guadeloupe ou en Martinique, comme ils le souhaitent. Et ensuite, la déco de ça sera faite par nous sur le bateau de croisière.
et ensuite accueillir leurs invités pendant une semaine pour une belle croisière tous ensemble. Il y a possibilité de se restaurer. Nous avons plusieurs restaurants, donc il y a de la variété. Tété Douette, c'est un concept familial, c'est une excursion gustative. Parce que l'idée, c'est de faire voyager sans prendre l'avion au travers du palais. Donc plusieurs plats de régions différentes, des régions qui nous sont relativement familières quand même, puisqu'on parle de La Réunion, on parle des Saintes, on parle du Canada. Nous avons également des jeux gonflables et une garderie pour les enfants. Nous aurons Miss Guadeloupe samedi et Mister Guadeloupe dimanche. Moïse Répond qui va animer des initiations au zouk, Jean-Marc Templet qui chantera ce soir et Christian Nara samedi. O News Radio sur outremernews.fr.